Ma conférence est intitulée le rituximab en néphrologie pédiatrique. Voilà. Pourquoi parler de rituximab? Je pense que le rituximab constitue le plus important progrès pharmacologique et thérapeutique actuellement, donc ces dernières années. Et c'est un médicament, bien une molécule qui appartient à la famille des anticorps thérapeutiques monoclonaux. Et actuellement, on assiste à un développement très important, exorbitant, des anticorps avec de nombreux sites antigéniques qui sont visés par ces anticorps monomériques. Pour vous schématiser un petit peu l'action ou bien les types des anticorps monoclonaux et leur action, donc on constate trois types d'anticorps. Il y a les anticorps qui sont purifiés et humanisés. C'est surtout en tête le rituximab qui est un anticorps monoclonal anti-CD20. Et d'autres anticorps, bien entendu, surtout quand on a inventé ces anticorps pour les lymphomes qui sont peu sensibles au rituximab et pour d'autres indications. Deuxième type, ce sont les anticorps monoclonaux qui sont couplés à des produits radioactifs qui sont actuellement de plus en plus utilisés avec un spectre d'action qui est plus large. Mais l'utilisation, bien sûr, les hématologues n'aiment pas ce produit parce qu'il a une toxicité hématologique qui est très importante. Et troisième type d'anticorps monoclonaux, ce sont les anticorps qui sont couplés à des immunotoxines et surtout qui sont des anticorps qui ont été testés dans les lymphomes T cutanés. On rappelle très bien un de nos maîtres que je ne vais pas nommer qui a été touché par cette maladie grave, mais malheureusement n'a pas bénéficié de ce traitement. Et le seul, peut-être effet indésirable majeur, c'est l'asthénie profonde. Donc voilà les trois types d'anticorps monoclonaux. On s'intéresse bien entendu au rituximab. Le rituximab, c'est un anticorps qui est monoclonal chimérique qui est dirigé contre les CD20. Et les CD20 sont des marqueurs spécifiques de lymphocyte B, de stade pré-B au lymphocyte B mûr. Une chose qui est très importante à connaître et qui a un impact pratique très intéressant, que les CD20 ne s'expriment pas heureusement sur les plasmocytes, donc ça n'affecte pas les plasmocytes et surtout la fabrication des anticorps, et ne se présentent pas par les cellules souches hématopoïétiques ni les précurseurs les plus précoces de la lignée B, donc ça diminue les risques infectieux certainement. Grosso modo, surtout dans les pathologies hématologiques malignes, donc trois mécanismes principaux, c'est l'induction de l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire, la lyse par le complément, par l'activation de complément, et une cytotoxicité cellulaire qui dépend des anticorps. Voilà, là c'est un pointeur, je ne sais pas, voilà. Donc, il y a donc une action qui est médiée par les anticorps, une action cytotoxique qui est directe et une action, bien sûr, par l'activation de facteurs de complément avec comme finalité la constitution de complexes d'attaque membranaires. Dans certains nombres de maladies auto-immunes, donc on constate un infiltrat lymphoïde composé notamment des lymphocytes B et bien entendu on constate une production qui est très importante des anticorps lymphocytaires B, et là, c'est l'action de rituximab qui va bloquer la prolifération et la fabrication des anticorps. Et on constate, bien sûr, à travers des papiers récents, une coopération actuellement, donc, qu'on a constaté une coopération très importante entre les lymphocytes B et les CD4. Les lymphocytes B donc, vont présenter des antigènes et vont entraîner la production de cytokines inflammatoires. Et là, c'est l'action de rituximab qui va bloquer cette cascade. Et dans certains nombres de maladies auto-immunes, il y a une réaction inflammatoire qui est à médiation hémorale. Et là, bien sûr, bien entendu, c'est l'action de rituximab. Donc, dans ces maladies auto-immunes, on a constaté donc l'efficacité de rituximab. Qu'en est-il du rituximab en matière de néphrologie pédiatrique? Donc, comme a dit le professeur Kamoul, c'est un médicament qui est de plus en plus utilisé dans le syndrome néphrotique actuellement idiopathique, dans la néphropathie lipique, dans les vascularites et d'autres indications, et en particulier en cas de récidive d'hyalino-segmentaire focale après transplantation rénale. Donc, juste un petit rappel. Donc, aujourd'hui, on a vu beaucoup ce schéma. Donc, il y a comme vous le savez, l'unité fonctionnelle rénale, c'est le néphron. Il y a une partie qui est très intéressante, c'est le glomérule, et il y a la barrière de filtration glomérulaire, bien entendu. Et à chaque fois qu'on a une agression, que ce soit immunologique ou bien une autre agression, on a un syndrome néphrotique ou bien une atteinte néphrologique. Donc, est-ce que je peux avoir un pointeur?
Donc, vous savez que la barrière de filtration glomérulaire est composée par trois structures. Il y a l'endothélium, puis il y a la membrane basale glomérulaire, il y a les podocytes. Et à chaque fois qu'on a une agression, bien entendu, comme le facteur circulant lymphocytaire qui va modifier la perméabilité surtout de la membrane basale glomérulaire. Bon, actuellement, il y a des hypothèses qu'il s'agit des récepteurs solubles à l'urokinase, ou bien une agression par des anticorps qui sont relativement spécifiques, comme les anticorps qui sont dirigés contre les cytoplasmes de polynucléaires neutrophiles, ou bien des anticorps qui sont circulants ou des humains complexes, tels qu'on le voit dans la GNA post-infectieuse. On va commencer par le syndrome néphrotique idiopathique. Et donc, pour le syndrome néphrotique idiopathique, donc la notion classique, c'est qu'il y a une perturbation surtout qui touche les lymphocytes, mais actuellement, de plus en plus, on parle donc de mécanismes ou bien de perturbations immunologiques qui touchent les lymphocytes B. On a commencé à en parler dès 2001. Et bien sûr, l'origine immunologique des syndromes néphrotiques idiopathiques de l'enfant, donc ça ne fait pas de doute actuellement. Et là, vous avez plusieurs arguments, que vous avez une association presque dans 30% des cas d'un terrain atopique, que les rechutes des syndromes néphrotiques sont les plus souvent déclenchées par des infections mineures, surtout les infections virales. Et on a constaté, bien sûr, via les études et avec des modèles expérimentaux, on a vu qu'il y a une perturbation de l'immunité hémorale, mais aussi de l'immunité cellulaire. Et bien sûr, on peut obtenir des rémissions par les corticoïdes. Donc, on connaît très bien l'action des corticoïdes sur le système immunitaire, les agents alkylants ou bien les anticalcinérines. Et là, donc, ça ne fait pas de doute, il s'agit d'un processus immunologique. Dans le syndrome néphrotique idiopathique, on a ce qu'on appelle actuellement, mais bien qu'on n'a pas mis en évidence ni de point de vue structure, ni l'origine de ce facteur circulant, mais bien sûr, il y a des constatations qui ne font pas de doute. C'est surtout la protéinurie qui est observée chez le nouveau-né des mères ayant un syndrome néphrotique idiopathique. L'absence des syndromes néphrotiques idiopathiques chez deux receveurs de RAC prélevés et à partir de donneurs ayant déjà un syndrome néphrotique idiopathique, puis la récidive des syndromes néphrotiques idiopathiques, surtout secondaire et segmentaire et focal après la transplantation rénale, la rémission chez les patients qui sont transplantés après l'immunoabsorption de leur plasma ou bien par le plasmaphérèse, et une protéinurie qui est induite par le rat après injection d'un sérum d'un sujet qui est atteint de syndrome néphrotique idiopathique. Et bien sûr, si on fait l'incubation de glomérules dans le sérum d'un malade ayant un illustre segmentaire focal, donc on observe qu'il y a une augmentation, bien entendu, ou bien une exagération de la perméabilité à l'albumine de ces glomérules. D'autres constatations donc, dans le syndrome néphrotique idiopathique, c'est surtout le déséquilibre de sous-population lymphocytaire et on constate bel et bien une expansion des lymphocytes T, CD4, qui expriment les marqueurs CD25. Vous savez que le CD20, c'est un marqueur presque spécifique des lymphocytes B, mais il y a des papiers actuellement de plus en plus, surtout publiés par les Américains, qui parlent des lymphocytes T qui portent, bien sûr, ces CD20, donc presque 3 à 5% de la population américaine porte le CD20 sur les T. Et là, donc, souvenez très bien de ces CD20. Puis, il y a d'autres anomalies, surtout des anomalies moléculaires internes des lymphocytes avec une activation majeure de la voie NF-κB et qui va aboutir à la fin à la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. Il y a une exagération ou bien une augmentation de la production de l'interleukine 13 et on sait très bien l'action de l'interleukine 13, surtout dans la réaction, donc, ou bien dans l'immunité hémorale type TH2. Le rituximab, quelle est l'action du rituximab en matière de néphrologie pédiatrique? Il y a des actions directes et des actions indirectes. Avant tout, c'est le blocage de la prolifération ou bien la déplétion des cellules B. Puis, il y a une stabilisation, donc il y a une action sur les podocytes qui sont déjà excités, qui sont le plus souvent décollés par rapport à la membrane basale. Donc, ça, ce sont deux actions donc, directes. Puis, il y a une action qui est indirecte, surtout qui touche les lymphocytes et qui va bloquer la prolifération et surtout la sécrétion des cytokines. Dans les syndromes néphrotiques idiopathiques, donc, personne n'a le courage d'utiliser d'emblée et en première attention le rituximab chez ces malades, donc je n'ai pas trouvé des papiers là-dessus. Le syndrome néphrotique idiopathique grave trouve, donc c'est l'indication type de rituximab, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet ayant un rechute ou bien une rechute fréquente, ou bien une corticodépendance à haut seuil, ou bien une corticorésistance.
Voilà, donc quand on a vu donc, la littérature, avec le Cochrane, on a vu des milliers et des milliers d'articles actuellement qui parlent de l'utilisation de rituximab en matière de syndrome néphrotique. Quels sont les facteurs qui prédisent la réponse ou bien la bonne réponse de rituximab? Tout d'abord, c'est la déplétion durable des lymphocytes B, donc ça dépend des individus. L'utilisation, surtout l'utilisation chez les adolescents, donc c'est un facteur prédictif de bonne réponse au rituximab, et l'utilisation, bien entendu, au rituximab pour des raisons de pharmacocinétique, parce lorsqu'il y a une proteinurie massive, donc il y aura certainement une fuite de rituximab dans les urines. Mais à travers cette étude que je trouve très intéressante, le point fort, c'est qu'on a suivi les malades donc suffisamment longtemps pour voir même les effets indésirables et la possibilité de rémission durable. Et le protocole thérapeutique qui a été utilisé, c'était un protocole thérapeutique qui est homogène et qui est un protocole qui est commun à tous les malades. Le point faible, donc, c'est le faible effectif. Bon, on ne peut pas avoir beaucoup plus de malades puisque la situation, il y a une corticorésistance ou bien il y a une corticodépendance extrême et majeure qui nous incite à utiliser le rituximab. Vraiment, ce ne sont pas des situations qui sont fréquentes. Et les caractères, bien entendu, respectifs, actuellement, il n'y a pas vraiment d'études prospectives sur l'utilisation, en matière d'utilisation de rituximab dans les syndromes néphrotiques idiopathiques. Quand on voit donc la rémission chez ces malades, donc chez qui on a utilisé le rituximab, donc il n'y a pas photo, donc on trouve qu'il y a une différence qui est statistiquement significative, donc surtout en matière de rémission qui est durable. Ça, c'est un article qui est très intéressant, qui résume peut-être ou bien qui incite à suivre quelques recommandations. Tout d'abord, il faut homogénéiser le protocole, parce que même pour les méta-analyses, ou bien les revues de la littérature qu'on voit, on n'arrive pas vraiment à assembler les malades parce que les protocoles sont très divers. L'autre recommandation, c'est les affections qui sont malignes et la possibilité de fibrose pulmonaire. C'est pour cela qu'il faut indiquer un suivi qui est très prolongé pour ces malades. Non seulement ça, mais il faut une immunosurveillance, donc on ne peut pas utiliser à tort et à travers cette molécule, mais il faut une immunosurveillance, surtout la surveillance des lymphocytes B et des lymphocytes T. Quels sont les messages qu'il faut retenir? Tout d'abord, le rituximab permet de diminuer, voire arrêter au moins un immunosuppresseur, même le corticoïde, sans induire des rechutes. La fréquence des rechutes diminue significativement après le rituximab, surtout ça a permis une épargne cortisonique. Les patients néphrotiques au moment de l'administration de rituximab pour des raisons de pharmacocinétique seront moins bons répondeurs que les patients qui sont en rémission, que ce soit en rémission complète ou bien en rémission partielle. C'est pour cela l'indication type de rituximab, c'est le syndrome néphrotique qui est corticodépendant. En ce qui concerne la posologie de rituximab dans le syndrome néphrotique corticodépendant, donc certaines équipes utilisent une dose unique, certaines équipes utilisent 2 voire même plus, mais ce qui ressort donc de ces publications qu'une injection unique de rituximab permet d'arrêter au moins la corticothérapie pendant 3 mois. 2 doses de rituximab permet une rémission presque de 12 mois, mais ça dépend surtout de la déplétion au lymphocyte B, qui est moyenne, donc la durée moyenne, c'est de 6 mois. Donc ça permet donc une épargne cortisonique au moins entre 3 et 12 mois. Donc ça, c'est une publication qui est relativement récente, en 2014, qui étudie donc la place du rituximab dans le syndrome néphrotique corticodépendant. Et c'était une étude qui est multicentrique, non randomisée malheureusement, qui est contrôlée, qui a intéressé donc 20 adultes jeunes et 10 enfants et qui ont une corticodépendance ou bien des malades rechuteurs fréquents. Et on a utilisé le rituximab, 1 ou 2 doses, ça dépend des malades. Et après 1 mois, les immunosuppresseurs donc concomitants étaient progressivement diminués jusqu'à l'arrêt ou la survenue d'une rechute. Et le principal résultat qui découle de ce papier est très intéressant, que le nombre de rechutes était divisé par 5
l'année qui a suivi l'utilisation de rituximab. Ça, c'est très intéressant. Et que 100% des patients étaient en rémission à un an de traitement. 18 patients sur 30 étaient en rémission sans autre immunosuppresseur à la fin de suivi. Et le même résultat a été retrouvé indépendamment des types histologiques, que ce soit ségmentaire ou focale, prolifération mésangiale ou bien des lésions glomérulaires minimes, que ce soit chez l'enfant ou bien chez l'adulte. Une autre étude qui est très intéressante, qui est une étude qui, cette fois-ci, qui est randomisée et contrôlée. Et le but, c'est de voir quel est l'effet de rituximab chez les enfants ayant un syndrome phétique cortico-dépendant, sous corticoïde avec de fortes doses, c'est-à-dire un syndrome néphrotique cortico-dépendant à haut seuil. Et on a deux groupes, donc le groupe où les malades ont été traités par le rituximab, plus la corticothérapie à haut seuil, donc, qui est déjà en place, et le groupe contrôle avec des patients avec une corticothérapie une dose qui est très importante. Et là, à l'issue d'un mois donc, de traitement, on a débuté la décroissance de la corticothérapie chez les deux groupes, et on voit que la survie au moyen sans rechute était de 18 mois pour les patients ayant reçu le rituximab. Les risques de rechute étaient diminués de 98%, donc la première année, chez les malades chez qui on a utilisé le rituximab. Dans le groupe contrôle, donc, qui n'ont pas reçu le rituximab, 14 parmi 15 patients ont rechuté à la baisse et à la décroissance de la corticothérapie. Dans le groupe traité, un seul patient sur 15 a rechuté à la baisse de corticoïdes. Et 7 patients n'avaient pas de rechute à 2 ans. Ce sont des malades qui ont reçu le rituximab. Ça, c'est pour le syndrome néphrotique corticodépendant. Pour le syndrome néphrotique corticorésistant, donc on a une conférence sur le syndrome néphrotique corticorésistant, et on distingue les syndromes néphrotiques corticorésistants génétiques avec une mutation. Donc, la plupart des équipes donc, ne recommandent pas l'utilisation des immunosuppresseurs ou bien le rituximab. Bon, c'est une donnée qui est actuellement controversée, et même chez les malades ayant une mutation, donc on peut utiliser actuellement les immunosuppresseurs et même le rituximab, et ça permet une stabilisation de podocile. Là, ce n'est pas notre sujet, on ne va pas aborder ces sujets puisque c'est controversé. Et on a les syndromes néphrotiques non génétiques avec deux types. Les syndromes néphrotiques qui sont d'emblée corticorésistants et les syndromes néphrotiques qui sont secondairement cortico-résistants. Et donc, il y a plusieurs papiers. Donc, ici, on voit la littérature. Il y a donc plusieurs malades qui ont bénéficié, ayant un syndrome néphrotique cortico-résistant, qui ont bénéficié de ces traitements par le rituximab. Et, comme a été dit dans la conférence de Dr. Enhaïja, donc le résultat, c'est 50% de réussite et d'avoir une rémission que ce soit complète ou bien une rémission qui est partielle. Ça, c'est un travail qui a été effectué dans le service en collaboration avec les services de pharmaco de l'hôpital Charles-Nicolle et les services de néphropédiatrique à l'hôpital Hedi Sheker. Et là, on voit que le rituximab constitue donc une alternative thérapeutique. Ce n'est pas de première intention, mais ça constitue le plus souvent un traitement qu'on appelle de sauvetage lorsque le malade résiste surtout à l'association prédnisone-cyclosporine. Là, un autre article un papier rédigé et publié par les Japonais et qui considère que le rituximab et surtout son utilisation très tôt en cas de syndrome néphrotique corticorésistant peut donner des résultats. Et donc, je vais vous résumer surtout la place du rituximab dans le syndrome néphrotique corticorésistant à travers cette revue de la littérature, qui est résistance tardive aux corticoïdes sont les malades qui sont plus susceptibles à répondre au rituximab, c'est clair, c'est les formes qu'on appelle classiquement secondairement corticorésistantes. Est-ce qu'il y a une relation entre la réponse au rituximab et l'histologie rénale? On n'a pas constaté de différence donc, statistiquement significative. Le syndrome néphrotique, il y a donc une réponse qui est meilleure, surtout avec l'LGM, mais qui n'est pas statistiquement significative. Et une protéinurie néphrotique, comme j'ai dit au départ, est moins efficace qu'un traitement pendant la rémission. Donc il faut essayer, on n'utilise pas le rituximab en première intention, mais on utilise l'association et essayer de diminuer la protéinurie pour avoir une meilleure réponse au rituximab. La phase de protéinurie néphrotique, donc la demi-vie, donc ça passe donc inférieur à un jour jusqu'à 20 jours chez les patients qui n'ont pas de perte protéique très importante. Et malheureusement, ces malades qui ont un syndrome néphrotique corticorésistant nécessitent plusieurs cures de rituximab pour avoir une rémission durable.
Autre donc constatation que les données actuellement sont limitées parce que ce sont des données surtout à partir ou bien à travers des études rétrospectives avec un faible effectif. Il n'y a pas vraiment un consensus international, surtout en matière de syndrome, de prise en charge des syndromes néphrotiques cortico-résistants chez l'enfant. Mais classiquement, on a 50% des patients atteints des syndromes néphrotiques ont montré des améliorations cliniques. Si ce n'est pas une rémission complète, c'est une rémission qui est partielle, ce qui améliore l'état de l'enfant, sa croissance et surtout la qualité de vie. Le taux de rémission chez ces patients présentant résistance initiale passe donc de 44% à 58% lorsqu'il s'agit d'un syndrome néphrotique qui est secondairement cortico-résistant. Et là, il y a une amélioration, donc légère amélioration de la réponse face la réponse au rituximab dans les lésions chirurgiques glomérulaires minimes liées à l'anneau segmentaire et focal. L'administration de traitements concomitants pendant la déplétion des lymphocytes s'avère nécessaire parce qu'il faut consolider donc cette bonne réponse et surtout actuellement on opte pour des boulies de célométrol ou bien un traitement par les immunosuppresseurs comme les anticalcinurines ou bien les mycophénolates mofétyl. En matière de néphropathie lipique, donc, le rituximab trouve sa place. Et là, c'est un papier qui est très intéressant, publié en 2021, qui montre que le rituximab peut être utilisé que ce soit dans la phase d'induction ou bien dans la phase d'entretien. Et ça permet de donner des résultats très intéressants, que ce soit immédiatement ou bien au long terme. Dans les vascularites, ce n'est pas un traitement qu'on utilise en première attention. C'est comme dans le lupus, presque il y a un traitement d'induction puis un traitement d'entretien. Et dans les vascularites, donc, c'est un traitement qui est très efficace, surtout dans les formes qui sont très sévères. Et là, il y a plusieurs équipes qui ont utilisé en première attention le rituximab dans les formes graves de lupus, telles que cette équipe de Croatie qui ont utilisé avec succès le rituximab. D'autres donc, indications, comme on a vu, donc, comme le glomérulophyte extramembraneuse, où il n'y a pas beaucoup d'alternatives thérapeutiques, dont que ce soit la prévention ou bien le traitement des récidives après transplantation rénale, surtout en cas d'aliénose segmentaire focale, le rituximab trouve sa place. Pour les effets indésirables ou bien l'effet secondaire et la tolérance, le rituximab, c'est ce qu'on dit dans la littérature, a un profil de sécurité acceptable. Et les effets indésirables, bien qu'il y ait des effets indésirables qui sont très sérieux, mais ce sont des effets qui sont très rares. Et les effets secondaires, c'est surtout les réactions qui sont liées à la perfusion. C'est pour cela qu'il faut bien suivre le protocole de perfusion avec une surveillance et un monitorage cardio-respiratoire chez ces malades et bien sûr disposer des matériels de réanimation pour éviter les accidents graves. Puis, il y a des effets secondaires qui sont liés au risque infectieux. C'est normal, bien entendu, parce qu'il y a une déplétion, surtout pour les lymphocytes B. Les effets cardiovasculaires qui sont des effets surtout décrits chez l'adulte plus que l'enfant. Puis, à long terme, c'est les risques cancérigènes et même les fibroses pulmonaires qui s'installent après un délai. Voilà donc pas mal d'effets indésirables qu'on voit avec le rituximab, ce qui nous incite bien sûr à utiliser dans les bonnes indications, à bon escient et avec une surveillance étroite de nos malades. En conclusion, donc, le rituximab, c'est une avancée thérapeutique qui est majeure, donc il fait partie des présents de traitement standard de plusieurs pathologies, surtout dans les lymphomes, donc ça trouve sa place, surtout les lymphomes à grande cellule et des lymphomes folliculaires. Des résultats qui sont actuellement extrêmement intéressants, qui sont rapportés dans les maladies auto-immunes et surtout dans le syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant, mis à part d'autres indications bien sûr. Et il y a actuellement une extension des indications, surtout dans la néphropathie de l'enfant et de l'adulte. Et je vous rappelle qu'on n'a pas actuellement la même pour utiliser le rituximab dans le syndrome néphrotique de l'enfant. Bon, même dans des pays développés comme la Suisse et la France, ils n'ont pas encore la même d'utiliser dans les syndromes néphrotiques, mais on l'utilise quand même. Et j'ai fini par les perspectives, donc ça ne finit pas donc les avancées, surtout en matière de anticorps monoclonaux. Peut-être qu'on va vous présenter l'année prochaine d'autres molécules qui sont
peut-être beaucoup plus intéressante que le rituximab. Il y a d'autres molécules comme l'OFA qu'on parle de plus en plus sur l'utilisation surtout dans le syndrome nephrotique, dans les néphropathies graves, surtout dans les lupus et les vascularites. Et là, bien sûr, on est toujours à la recherche d'une molécule qui va traiter ces néphropathies avec moins de néphrotoxicité. Et je vous remercie.